Bienvenue à toutes et à tous pour ce SAV Live. Donc, comme son nom l'indique, en live. Je suis avec Ryan. Ouais, salut tout le monde. Donc, on va essayer de répondre tranquillement à vos questions sur l'OM, mais vous pouvez aussi nous poser des questions sur Football Club de Marseille. Le temps que vous arriviez tous, qu'on soit bien en place et qu'on ait suffisamment de questions, on va commencer par répondre à quelques questions qu'on a eues sur Twitter hier, parce qu'on avait lancé ça hier soir. Ouais. Donc, vous avez été quand même certains à nous poser plusieurs questions assez intéressantes. Vas-y Ryan, prends-en une. Ouais, on a eu déjà des premières questions. Non, ça, on va laisser peut-être un peu pour la fin parce que c'est un peu. Ouais, donc on a eu une question déjà sur Amavi. Est-ce qu'il peut retrouver son niveau des 6 premiers mois à l'OM? C'est vrai qu'il avait fait une bonne première saison, une bonne première entame avec l'OM. Tu penses qu'il peut revenir à ce niveau-là? On espère en fait. C'est vrai qu'on se souvient tous que Amavi était arrivé, il y avait Evra à l'époque. Et qu'il avait poussé Evra sur le banc avant que Evra il pète les plombs en faisant le kung fu sur le karatéka sur les supporters. Mais Amavi il avait sportivement poussé sur le banc. Bon, certains me diront que c'était pas trop dur vu le niveau d'Evra, mais le fait est que Amavi lui il était vraiment intéressant en termes de jeu, ce qui lui avait amené quand même à être sélectionné en équipe de France. Et depuis, c'est un peu compliqué. Il a eu un peu le syndrome Amalfitano, il s'est un petit peu perdu. Ouais. Après, il a été pris en grippe par les supporters, c'est compliqué depuis un bon moment. Et là, on sent qu'il y a un petit renouveau. On entend dire qu'il a fait peut-être un peu le ménage dans son entourage, qu'il a peut-être une vie un peu plus en concordance avec ce qu'exige le haut niveau. Donc, en tout cas, lui, il a envie. Il a envie de retrouver son niveau. Il est conscient, il a dit, ça on ne peut pas lui enlever, qu'il savait qu'il pouvait faire mieux. Là, sur le terrain, on a vu déjà un petit peu de mieux sur les derniers matchs, où dans l'investissement, il n'y a rien à reprocher. Il est plus attentif parce que son gros défaut, c'est quand même les erreurs d'inattention, de concentration. Et il faut qu'il apporte plus offensivement, qu'il soit plus précis, alors qu'on sait qu'il a quand même un bon pied gauche. Donc moi, je pense que c'est possible, mais il va peut-être falloir attendre 2020, parce que là, il est en train de retrouver son niveau. Si l'équipe retrouve de la confiance, lui, ce sera aussi plus facile pour lui. Ouais, puis il a quand même un truc qui est super bien pour lui. C'est un coach qui a l'air de lui faire confiance. Tu vois. Qui le protège. Tu as un mec qui est vraiment là avec lui et qui ne va pas l'enfoncer, qui surtout essaye d'un peu le remotiver et qui a une super bonne gestion. Donc il le met sur le banc pendant quelques matchs. C'était dur. Voilà, c'est ça. Il se rend compte en fait de la difficulté de la chose. Il se rend compte que vraiment il pourra pas remonter. Et donc il le laisse un peu de côté. Le mec, il a le temps un petit peu de souffler. Quand il rentre, il fait une bonne entrée. Il rentre quelques minutes. Voilà. Et c'est une super bonne gestion d'André Villas-Boas sur ce sujet. Vraiment. Et bon, après, on ne va pas taper encore une nouvelle fois sur Garcia. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu cette gestion-là. Il y a eu des moments où il aurait pu peut-être le faire. Et c'est vrai que il tardait un petit peu à le faire. Mais c'est ce que disait Dimeco l'autre jour lors d'entretien, que Garcia ne l'avait jamais défendu comme ça. Après, je pense que Villas-Boas, il est aussi malin. Oui. Il sait qu'il n'en a pas d'autres aussi. Parce qu'il peut décaler sa caille, mais on voit aussi que Sarr, c'est pas non plus la sécurité totale au poste de latéral droit. Donc il ne peut pas se permettre de perdre à Amavi, c'est son seul latéral gauche. C'est aussi les limites de l'effectif qu'on voit sur ce poste-là. Et on se pose du coup la question, pourquoi est-ce qu'ils ont prêté Christopher Roca? Après, a priori, Christopher Roca, je pense qu'ils ont analysé le truc et ils se sont dit il n'est pas prêt encore pour jouer en Ligue 1. Peut-être physiquement, c'est vrai. Aller en Ligue 2, ça va le permettre de grandir et effectivement, il joue bien avec Sochaux, ça se passe bien. Sochaux en plus est assez haut classé. Donc je pense que stratégiquement c'était intéressant, même si un prêt derrière d'un latéral gauche n'aurait peut-être pas été plus mal. C'est vrai. Alors là, on me demande, est-ce que vous y croyez encore en Radonjic? Parce qu'il a été plutôt bon en sélection. C'est vrai qu'il a marqué un but. On a vu tes petits tweets avec les buts des Marseillais en sélection. C'est vrai qu'il revient bien. Il a fait un match donc il est rentré, il offre la victoire à son équipe et puis là, il est titulaire. Voilà, il met le 3-1. Et là, du coup, il est carrément titulaire face à l'Ukraine. Un match qui était en plus important, mais voilà, concède le nul et puis ils vont faire les barrages normalement. La Serbie. Du coup, est-ce que tu penses qu'il va revenir vraiment est-ce qu'il va venir déjà Est-ce qu'il va débuter? Parce que c'est un peu ça. Le problème de Radonjic, c'est que là, ce qui est bien, c'est que tous les internationaux, mis à part Strootman, ont joué et ont plutôt bien joué. Donc ça, c'est positif. Sur la dynamique de Lyon, ça reste sur une dynamique positive. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Après, Radonjic, c'est compliqué. Radonjic, il a été un peu surpayé par l'OM, pour ne pas dire beaucoup.
Il y a plein de gens qui disent que Radonjic c'était 5 millions. Quoi. Donc il a coûté a priori 12 plus 2. Donc ça, il le porte un peu, Radonjic. C'est un jeune joueur. C'est un fardeau pour lui. Comme disait encore une fois Dimeco dans l'entretien à Jean-Charles de Bono, je ne comprends pas qu'on aille chercher un mec à 14 millions alors qu'on a des jeunes, je pense qu'ils pensaient à Liadji sur ce poste-là, même si Radonjic peut jouer plutôt à gauche. À la rigueur 5 millions, d'accord, c'est un pari. Mais autant d'argent, si tu le condamnes le joueur à être un peu titulaire ou à avoir une place importante dans la rotation. Donc là, du coup, il a eu la pression. Bon, encore une fois, je vais encore taper sur Garcia, mais la gestion de Caleta Tsar et de Radonjic par Rudy Garcia, c'est juste une catastrophe l'année dernière. Il les a envoyés au feu quand il ne fallait pas, il les a mis de côté quand il avait besoin de confiance. Donc là, Villas-Boas a quand même essayé de le faire jouer. Il a titularisé 2 matchs de suite. Et on connaît les défauts de Radonjic, quoi. C'est qu'il a une fâcheuse tendance à courir dans tous les sens, à baisser la tête, à vouloir dribbler la terre entière. Comme dit notre pote Nassim, ish, quoi. Il se regarde un petit peu jouer. Donc il faut vraiment qu'il simplifie son jeu. Je pense qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Et défensivement, c'est pas toujours non plus. Il n'aide pas suffisamment son équipe. Dans l'envie, il court, mais il est souvent mal placé. Il fait des fautes un peu stupides. Donc on voit vraiment qu'il a quand même du ballon. Il a de la vitesse, balle au pied. On sent qu'il peut faire des dribbles, des choses. Il a une bonne frappe aussi. On voit les frappes qu'il met avec la Serbie, etc. On aimerait bien voir ça avec l'OM, un jeu un peu plus simple. Alors pour l'instant, moi, Radonjic, je suis quand même assez déçu. Après, ça reste un joker intéressant, surtout en l'absence de Thauvin. Il a toujours une carte à jouer. Sauf que là, le petit Lopez, j'ai l'impression qu'il a quand même gagné un petit peu sa place pour l'instant. C'est vrai qu'à ce poste-là, il a été intéressant, Maxime Lopez. Tu parles un petit peu de Thauvin. Du coup, on nous a demandé, c'est vrai, sur Twitter, quand on a posté notre petit tweet pour parler de ce SAV Live, que du coup, il manque beaucoup. Et est-ce qu'on avait peut-être des infos sur sa petite blessure, savoir s'il allait revenir vraiment début janvier ou si c'était plus un peu plus tard dans l'année? Bon, ça c'est toujours compliqué les blessures. C'est vrai que Thauvin s'est blessé à la cheville plusieurs fois. Il s'est reblessé cet été. Tout le monde attendait son retour à la fin. D'ailleurs, il a joué un match, mais il avait encore une gêne. Alors l'OM a communiqué que Thauvin s'est fait opérer pour enlever cette gêne à la cheville. Alors quand on pense à une gêne, moi j'ai la même chose au genou, c'est un morceau d'os qui traîne et qui gêne. Donc c'est une arthroscopie, c'est 2 petits trous. Normalement c'est 1 mois. C'est pour ça qu'il y a je me souviens, des chirurgiens qui étaient un peu étonnés de la période parce que l'OM l'a annoncé de retour donc après la trêve hivernale. Si c'est une arthroscopie, c'est pas ça. Donc c'est pas une arthroscopie, ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est un peu mystérieux parce qu'ils n'ont pas communiqué précisément sur l'état de sa blessure. Nous après, on a eu des infos comme quoi son retour pourrait être retardé de plusieurs semaines. Après, il faut toujours se méfier, même si c'est des infos fiables. En médecine, c'est pas une science précise. On peut pas dire à telle date. On fait un truc global. On espère tous qu'il va reprendre l'entraînement collectif début janvier. Mais nous, quand on a eu l'info, c'était il y a 2-3 semaines, ce n'était pas la tendance. La tendance était plus à ce que ça soit un peu décalé. Donc si c'est décalé, c'est-à-dire décaler la reprise. Après, le temps qu'il retrouve son niveau, là, ça lui faire quoi, 4 mois d'arrêt. Et 4 mois d'arrêt, normalement, on dit c'est le même temps pour retrouver son niveau. Donc ça ferait, même s'il reprenait début janvier, on risque pas niveau de le optimum, avril, et ça, c'est dangereux pour lui, parce qu'il a l'Euro en ligne de mire à la fin de la saison, même pour aider l'OM. S'il recommence à être performant qu'en fin de saison, est-ce que ça va pas être un peu limite? Ça sera une question à se poser aussi au mercato d'hiver, selon son état physique. Et la dernière question, c'est Thauvin, il est en fin de contrat en 2021. Donc s'il fait une saison blanche, il ne partira pas du club l'été prochain, surtout s'il ne fait pas l'Euro. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il partira libre en 2021. Donc ça, je pense que le club va devoir se poser des bonnes questions et c'est maintenant, c'est en janvier. Parce que le prolonger, ça paraît compliqué parce qu'il a déjà un gros salaire et s'il prolonge, il va prolonger au salaire de Payet. Donc l'OM, ils ne peuvent plus se permettre de filer des salaires comme ça, avec le fair play financier qui pousse pour baisser encore plus la masse salariale. Donc ça, c'est quand même un dossier épineux pour l'OM. C'est sûr. Déjà pour la masse salariale, il va falloir peut-être un petit peu dégraisser. Et là, on parlait tout à l'heure aussi de Zubizarreta, enfin du moins, on a parlé beaucoup du recrutement, etc. C'est vrai qu'on le voit beaucoup mis au devant de la scène quand on parle de recrutement. Et on nous pose la question, est-ce qu'on ne trouve pas que Hérault est trop protégé dans cette affaire justement? Après, c'est le directeur sportif. C'est quand même lui qui le gère, le recrutement. Mais c'est vrai que ça a été un peu particulier. Si on se rappelle un peu l'historique, moi j'aime bien toujours faire du factuel pour commencer. Oui. C'est que Rudy Garcia a été recruté avant Anthony Zubizarreta, ce qui est un peu à l'envers parce que Garcia a participé au choix d'avoir son directeur sportif. Donc ça a un peu faussé le fonctionnement du club. C'est-à-dire qu'on sait très bien que jusqu'à ce qu'il parte, Garcia a choisi la majorité des joueurs qui sont venus à l'OM.
Et quand je dis Garcia a choisi, c'est peut-être Garcia qui les a choisis, mais ils ont été validés par Jacques-Henri Hérault. Donc, Andoni Zubizarreta a participé bien sûr à la venue de ces joueurs-là. Mais il n'avait pas le final cut, Zubizarreta. On peut voir que lors du dernier mercato, où Zubizarreta a été bien plus actif, les choix s'avèrent quand même un peu plus précis. Benedetto, même si c'est un choix de Villas-Boas, c'est une bonne pioche, même si là il est un peu moins en forme. Alvaro, c'est le bras droit d'Andoni Zubizarreta qui allait le dégoter parce qu'il connaissait ses agents. Et Rongier, c'est la cellule de recrutement qui le suivait depuis longtemps, qui a été validée par Zubizarreta, qui le voulait déjà depuis un moment. Donc ça, c'est des bons choix. Et le coach surtout, c'est Zubizarreta qui a choisi le coach. Donc Zubizarreta, on peut lui donner ça à son crédit. Après, ce qu'on entend, c'est que c'est au niveau des ventes, des départs. Il y avait besoin de combler des trous, de vendre des joueurs, etc. Et là, ça ne s'est pas passé comme il voulait cet été. Et ça, c'est un petit peu ce que reprocherait McCourt à Andoni Zubizarreta. Et pour revenir à la question initiale, c'est vrai que Jacques-Henri Hérault, on n'en parle pas trop, mais lui ne parle pas non plus. Jacques-Henri Hérault, là, il est bien content d'avoir un nouveau coach qui prend bien la lumière, que Zubizarreta soit un peu plus en avant. On n'entend pas. Ouais. C'est pour ça qu'il va critiquer, mais c'est lui qui a fait les choix. Et effectivement, si en fin de saison, il n'y a pas de Ligue des Champions, ça sera le premier coupable parce que c'est le premier responsable. Ouais, est-ce que c'est d'ailleurs, on ne peut pas vivre, enfin, est-ce que c'est vital d'avoir la Ligue des Champions? Parce que là, l'OM est deuxième du classement. Bon, on est vraiment au tiers de la saison, donc on ne peut pas tirer des conclusions dès maintenant. Voilà, c'est juste des tendances. En plus, on a un championnat cette année qui est très, très, très serré. Ouais. Il y a, je crois, encore entre 6 et 10 points. Voilà, les écarts sont vraiment très, très petits. Est-ce que c'est vital d'avoir la Ligue des Champions? Est-ce que là, on n'a plus d'autre choix? Là, ça semble vital parce que McCourt, les 200 millions qu'il avait promis, il les a mis. Là, on s'est retrouvé avec des dettes. On ne sait pas encore s'il a épongé déjà les 80 millions d'euros qu'il y avait en fin de saison. Ça, on le saura quand ils vont publier les comptes du club. Mais du coup, s'il n'y a pas la rentrée d'argent de la Ligue des Champions en fin de saison, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont devoir vendre des joueurs, trouver des solutions pour combler les dettes. Et c'est pour ça que Villas-Boas se met la pression, parce que lui-même, je pense qu'il a compris que si il n'arrivait pas à choper la Ligue des Champions, le projet, il est coincé, il est au point mort. Donc c'est pour ça que Villas-Boas se met lui-même la pression par rapport à ça. Il sait que s'il veut relancer le projet, par contre, s'il y a la Ligue des Champions, là, ça peut peut-être relancer la donne. Des joueurs vont avoir envie de venir, recrutement plus intéressant. C'est pour ça que c'est hyper intéressant pour retrouver vraiment une ambition sur ce projet. C'est vrai que le club en fait n'a pas communiqué à proprement parler là-dessus. C'est vraiment lui. Voilà, quand on parlait des ambitions, il n'y avait pas vraiment ça, alors que lui en conférence de presse a clairement dit voilà, c'est mon objectif. Il a bien étudié l'état du club, je pense, Villas-Boas. Oui, c'est sûr. Bon, après, il ne s'attendait surtout pas, je pense, à perdre Thauvin aussitôt dans la saison. C'est vrai que c'est très, très compliqué. Il ne s'attendait pas à perdre Gustavo aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Gustavo, d'ailleurs, on a fait un petit article sur Football Club de Marseille avec des petites nouvelles de Luis Gustavo qui ne va pas très, très bien à Fenerbahçe. Mais en tout cas, il aurait fait du bien à l'OM. C'est dommage. Mais du coup, on va parler de quelqu'un qui l'a remplacé numériquement, on va dire. Dans le 11 d'André Villas-Boas, c'est Camara, parce qu'il est en sentinelle et on nous a posé une question donc sur Twitter nous demandant est-ce que ça y est, c'est une sentinelle maintenant ou est-ce qu'il va encore jouer au poste de défenseur central? On sait que lui l'a dit, mon poste préférentiel, c'est la défense, mais c'est vrai qu'il est tellement bon en milieu défensif qu'on a envie de le voir encore continuer. T'en penses quoi, toi? Lui, effectivement, il préfère jouer en défenseur central. Comme nous expliquait Franck Passy qui était sur notre plateau lundi dernier, c'est vrai que aujourd'hui, pour jouer vraiment le haut niveau de la Ligue des Champions, les défenseurs centraux, ils doivent être plus grands que ça. Ils doivent être plus rapides que ça. Donc ça, c'est des critères définis. Après, il y a forcément toujours des exceptions. Mais c'est pour ça que Passy, comme Rudy Garcia, l'imaginait plus dans ce rôle de 6, de milieu de terrain, qu'en défense centrale. Après, lui, il préfère là. Villas-Boas a quand même dit je le fais jouer là. Je pense qu'il a les aptitudes de se développer à ce poste-là, mais je n'oublie pas que c'est un défenseur central. Donc Villas-Boas, il est moins catégorique que Rudy Garcia. Villas-Boas, c'est surtout qu'il voit bien que Strootman n'avance plus, qu'il fallait qu'il trouve une solution et que c'est la meilleure solution. Et en plus, il fait une pierre deux coups parce que non seulement il restabilise son milieu de terrain, mais en plus, ça lui permet de relancer Tchaleta Tsar, qui sera toujours bien meilleur aux côtés d'Alvaro et de son expérience, qui replace tout le monde, qui fait remonter tout le monde. Donc moi, je pense que c'est une solution, en tout cas à court terme. Après, ça dépendra des choix de recrutement. Parce que s'il recrute un 6 à ce poste-là, il retrouvera son poste. Donc ça va être une stratégie du club qui va se faire en concertation avec lui, parce que c'est un jeune qui a quand même une certaine cote sur le marché. Si on commence à le faire jouer un poste qu'il ne veut pas sur un long terme, peut-être que lui, ça va aussi l'inciter à partir.
Ouais. Puis il y a une petite rumeur avec Zinedine Zidane qui le pisterait. Bon, ça, c'est des bonnes rumeurs réchauffées qu'on a l'habitude de voir. Ouais, ça paraît pas encore très crédible. Non, c'est sûr, mais en gros, juste pour rappeler cette petite rumeur, donc Zinedine Zidane aurait pisté 3 défenseurs centraux français, donc Saliba, Badiachil et Boubacar Kamara. Saliba qui a été déjà transféré à Arsenal. Arsenal, oui, c'est ça. Et donc voilà, donc il y a les 3 qui seraient apparemment dans sa shortlist. Et c'est vrai que lui, il serait pisté par Zidane à ce poste-là, du moins au poste de défenseur central et pas au milieu. Mais c'est vrai qu'il a quand même… en fait, c'est un jeune joueur, donc il est encore un peu malléable dans un sens. Même s'il est formé à ce poste-là, on voit bien avec Bounassar. Bon, après, je sais tout l'amour que tu portes pour Bounassar. Non, c'est un joueur qui se bat. Oui, voilà, c'est un joueur qui se bat, avec mais ses limites. Voilà, qui a ses limites, c'est sûr. Mais du coup, voilà, il est encore jeune, il est encore malléable, il peut encore progresser, que ce soit au poste de 6 ou au poste de défenseur central. Il y a aucun problème, il est encore tout jeune, donc il va pouvoir le faire. Mais là, on va parler d'un autre joueur parce que c'est vrai, moi, quand j'ai un peu analysé les matchs de Kamara à ce poste-là, j'aimais bien, comme disait Jean-Charles mardi dernier plutôt, il fait un peu l'essuie-glace. C'est vrai qu'il fait les allers-retours un peu à aller combler les ailes. Et c'est vrai qu'on a vu un meilleur Payet parce que du coup, il allait de temps en temps un peu à forcer à gauche pour combler un peu le déficit de travail défensif. Non-travail défensif. De Dimitri Payet. Et là, on nous a posé une question. Par rapport à Dimitri Payet, justement, avec sa grosse prestation face à Lyon. C'est vrai qu'il a fait un match incroyable, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop avec cette prestation? Est-ce que ce n'est pas juste un match où il s'est sublimé, comme certains joueurs peuvent le faire en une saison et faire une saison de fou? Lui, il l'a fait sur un match et il ne faut pas en faire trop. Après, je pense que ça a pris cette proportion-là parce que c'était face à Lyon et face à Garcia. Et que ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas battu un gros club. Et je pense que dans un vélodrome avec une ambiance particulière, les 120 ans du club, le méga tifo, etc., je pense que c'est tout le contexte aussi qui a rajouté le fait que cette prestation ait eu autant de conséquences. Après, voilà, c'est quand même, il a fait un gros match. Il met les 2 buts. C'est des buts sous pression, un penalty avec de l'attente, etc. Mais comme Ben le disait mardi dernier, ça donne un sentiment partagé. D'un côté, on est ravis de le revoir à ce niveau-là. Et d'un autre côté, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le reste du temps, quoi? Ça fait un peu c'est comme on disait avec Franck Passy, c'est un bourricot. Voilà. Il a envie de jouer quand il a envie de jouer. C'est un peu un escroc quand même, Dimitri Payet. Avec le niveau de jeu qu'il peut avoir, on se dit, mais bouge-toi les fesses tout le temps, Dimitri, tu vas faire rêver tout un stade. Tout le monde attend ça. Alors après, on peut concevoir que face à Dijon, tu aies moins de motivation que face à Lyon. Forcément. Mais ça, c'est normal. Tout le monde l'entend. Tous les gens qui ont même joué un peu au foot à bas niveau, tu l'entends. Même l'hiver ou l'été, c'est pas la même chose. Mais entre ce qu'on peut voir face à Lyon et certaines prestations où, comme je disais, dès qu'il y a 2 passes ratées, on sent que lui, il en a marre et qu'il ne fait plus aucun effort. Déjà qu'il ne court pas beaucoup, il ne court plus du tout et il fait les passes à la dilettante. Je pense que, voilà, c'est surtout… Moi, c'est ça que je retiens, c'est Payet, on aimerait qu'il fasse ne serait-ce que la moitié de ça sur tous les matchs. C'est de la constance, on sait qu'il n'est pas constant, mais bon, comme disait Passy, s'il était constant, il ne serait pas à Marseille. Oui, exactement. C'est vrai qu'il il n'a pas été son coach. Il a été, quand il y avait Bielsa, c'est bien ça. C'est vrai qu'il a essayé de discuter plusieurs fois avec lui, il nous l'a dit mardi dans Débat Foot Marseille. Mais voilà, on vient de me le dire, de toute façon, il choisit ses matchs. C'est ça. Et puis, il y a peut-être un autre truc aussi, c'est qu'il n'a pas le niveau physique pour répéter à chaque fois ce genre de prestation. Ça, c'est du travail, ça. C'est du travail, bien sûr. C'est du travail et ça, c'est peut-être aussi peut-être 2-3 kilos à perdre, faire un peu plus mal physiquement. Après, Franck Passy, il nous l'a dit clairement, c'est s'il a envie. C'est exactement ça. C'est s'il a envie. Et ça, c'est quand même problématique. Et il dit, des fois, il faut le piquer, des fois, il faut lui dire que c'est le meilleur, etc. Donc ça, c'est une gestion toute particulière avec ce joueur qui est très, très particulier. Mais voilà, donc mettre 30 millions d'euros, c'est vrai que sur un joueur comme ça, qui est, en fait, quand il est parti, on avait des certitudes, du moins. Parce que quand il est parti, il avait un niveau on était certain qu'il avait été mal vendu, par contre. Voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, il était bien racheté. Voilà. Mais bon, voilà. Du coup, on va peut-être passer à une autre question. Voilà, est-ce qu'on confirme… Ah non, ça c'était… Non,
Oui, on m'a demandé par rapport à Strootman, c'est vrai. Parce que Kevin Strootman, du coup… Toujours la chance d'avoir, ouais, à un moment où on fait des émissions, nos fois. amis qui s'amusent avec leur tondeuse et compagnie, c'est infernal. Mais ouais, donc du coup, on va essayer de faire sans… Dites-nous surtout, voilà, dans le chat, dites-nous surtout… Si vous entendez… si vous entendez quand même, parce comme que… nous, parce que c'est l'enfer. Bah après, je pense, vu qu'on a les micros, mais ça devrait aller. Mais du coup, oui, Kevin Strootman, on a pas mal de rumeurs en ce moment, surtout aujourd'hui, où on a vu pas mal d'infos sortir par rapport à West Ham qui aurait été intéressé par un prêt avec option d'achat, et puis aussi l'AC Milan. Alors l'AC Milan, c'était déjà venu l'été dernier au Mercato, parce que juste avant, apparemment, selon lui, il aurait eu une réunion avec Jacques-Henri Hérault qui lui aurait demandé d'aller voir ailleurs, etc. Ouais, c'est ça, mais c'est lui qui l'avait dit. Et voilà, donc lui, il l'avait dit. T'en penses quoi s'il part? Le truc qu'il y a, c'est que déjà en plus dans l'état actuel des choses, Strootman il est sur le banc. L'OM ils ont tout intérêt à ce qu'il parte. C'est le plus gros salaire du club avec Dimitri Payet. S'il y a une opportunité de le faire partir cet hiver, ils le feront partir. Après moi j'ai du mal à imaginer qu'il puisse partir dans le cadre d'un transfert sec. Parce que lui il a un énorme salaire. Il va avoir du mal à trop baisser ses prétentions. Après, c'est un joueur qui a envie de jouer, qui est un vrai professionnel. Au niveau de la mentalité, on ne peut pas le critiquer, Kevin Strootman, mais je pense que son physique ne suit plus. S'il a une opportunité, peut-être qu'il sera prêt à faire des sacrifices. Après, je pense que comme les rumeurs, là pour l'instant ça reste des rumeurs, ça serait plutôt un prêt avec option d'achat. Déjà, si l'OM peut s'enlever une partie de son salaire sur 6 mois, mais ça ferait du bien pour les comptes, ça ferait du bien, ça libérerait une place pour éventuellement se faire prêter un autre joueur dans l'autre sens. Pourquoi pas faire un prêt en échangeant avec un gros club type Milan qui doit avoir 150 millions de joueurs à ce poste-là. Donc effectivement, Strootman, on a bien vu, en plus au poste de 6, c'est pas son vrai poste. Il faut se rappeler, Strootman c'est un 8, c'est plus un 8. Donc cette saison, tu n'as plus de 6. Et juste une petite précision par rapport à ce poste-là, Camara avait déjà joué au milieu avec Garcia, mais pas dans ce rôle-là. Non, c'était en 4-2-3-1. C'était en 4-2-3-1 à 2 avec Gustavo et c'était pas du tout la même chose. Là, effectivement, il a beaucoup d'espace pour courir et je pense que ça lui correspond encore mieux que de jouer à 2. Et surtout parce qu'il a une super vision de jeu. Donc là, le joueur là qui va récupérer le ballon, c'est celui qui va potentiellement bien la remettre pour… il peut ouvrir, il peut jouer court, techniquement il n'est pas embêté. Voilà, il a un jeu long très au-dessus de la moyenne. Donc ça va être compliqué pour Strootman. Avec l'émergence de Camara à ce poste-là. Bon, contre Toulouse, on sait très bien que Camara va repasser en défense centrale vu tous les absents qu'il y a. Mais du coup, Strootman, clairement, s'il y a une opportunité, même lui, je pense qu'il le sent que c'est compliqué. Donc, et un départ de Strootman cet hiver, même dans le cadre d'un prêt, ça pourrait libérer de la masse salariale un petit peu pour essayer de faire un prêt, d'aller chercher un joueur pour amener du complément à cet effectif, latéral gauche, milieu défensif, milieu offensif. Un allié droit, si Thauvin, ça se complique. Un attaquant remplaçant, parce que Germain n'est pas vraiment un attaquant de pointe dans un 4-3-3. Donc il y a plein de postes un peu en souffrance. Où il faudrait peut-être… un peu plus de rotation. Voilà, peut-être un peu plus de rotation, mais c'est ce que disait André Villas-Boas, il s'en plaignait beaucoup de ne pas avoir assez de profondeur de banc. Et du coup, c'est vrai que parfois, il est obligé de bricoler, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Là, on nous demande qui veut acheter Strootman, sérieux. Les gens ne sont pas cons, ils voient les matchs. Il est là à la rue complet. Pour lui, c'est Qatar ou Chine, il ne vaut pas mieux. C'est sûr qu'ils ne vont pas se battre. Vu le niveau de jeu proposé, il ne joue plus avec son équipe nationale. Mais ça peut être un club qui a besoin d'expérience. Strootman, il a une belle cote encore en Italie. Il a fait des belles choses avec la Roma. Un club italien peut aussi se dire, voilà, à ce poste-là, soit j'ai un blessé important, soit j'ai pas assez d'expérience, j'ai besoin d'un aboyeur un peu pour encadrer les jeunes. Ils peuvent se dire, on le prend en prêt pendant 6 mois. On voit ce que ça donne et Strootman peut aussi se relancer et retrouver un petit peu des repères en Italie avec un jeu un peu différent et là avoir peut-être un transfert cet été. Mais l'OM ne va pas rentrer dans ses frais sur ce transfert-là, c'est mort. Hein. Il ne partira jamais pour 30 millions et ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est à perte. Non, voilà, ce ne sera pas un transfert de folie, ça, on en doute quand même. Non, ça c'est un raté. Ouais, ça c'est sûr. Du coup, au poste de latéral gauche, parce que tu en parlais juste à l'instant, est-ce que toi, tu as des petits bons plans? Parce qu'on sait que tu aimes bien faire ces bons plans. Est-ce que tu as un bon plan mercato là, pour mercato hivernal, du coup, à ce poste de latéral gauche? C'est vrai que là, vu qu'Amavis relance, on est moins enclin à vouloir trouver. On aimerait bien voir Amavis relancer. Après, moi, je suis toujours un petit peu en contact avec des agents en Amérique du Sud. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément un nom à vous donner, mais il y a quelques combattants uruguayens ou chiliens, même si ce n'est pas des cadors,
dans la rotation avec un poste de remplaçant, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas là aussi tenter un prêt avec option d'achat si le mec fait pas le mail, parce qu'on a eu des Cucurella aussi. Hein. C'est parce qu'un Argentin ou un Sud-Américain vient que tout de suite il va être bon. Mais pourquoi ne pas tenter ce genre de joueurs-là qui ne vont pas coûter cher en salaire, qui au niveau état d'esprit seront toujours irréprochables. Je pense que ça peut être des solutions intéressantes. On sait que Zubizarreta a des liens avec des agents en Amérique du Sud. Il a eu des retours, il a eu des fiches, il a eu des propositions. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'est concrétisé. Peut-être que si Villas-Boas insiste un peu, et surtout si l'OM est second à la trêve hivernale, il y aura des possibilités d'essayer de faire des prêts avec des petits salaires. Ça peut être intéressant. Alors, on parle de Danny Rose. C'est vrai qu'il est un peu en difficulté en ce moment à Tottenham, mais est-ce qu'un joueur anglais, en tout cas en Ligue 1, c'est assez rare quand même. Ouais, et puis là, Danny Rose, c'est déjà gros salaire. Ouais. C'est un joueur qui a quand même un statut. Il était en difficulté, mais je crois qu'il rejoue un peu plus cette saison. Ça, je pense que c'est clairement le genre de dossier qui est impossible pour l'OM. C'est clair. C'est pas crédible. Alors, on a peut-être une autre question de notre ami Becca qui était venu nous voir en début de saison. Donc, on nous a parlé un petit peu d'André Villas-Boas, parce qu'à un moment, il nous a posé, est-ce que je l'ai là, voilà. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que pour récompenser le boulot de AVB, donc avec un effectif très restreint, McCourt remettra la main à la poche, histoire de combler les manques et un peu de profondeur de banc? Et ça, c'est ce que je disais juste avant. Là, je pense que ça dépend où tu es. Mais voilà, ça dépend où est-ce que… Si tu es second à la trêve, que tu as un jeu qui se met en place, que tu te dis oui, tu peux garder cette place de second, tu peux terminer sur ce podium et accrocher cette fameuse liste des champions, qui est quand même l'objectif principal. Là, peut-être que McCourt, il va se dire là, si je refais un petit chèque, ça peut relancer la machine et je peux retomber sur mes pattes. Parce que là, faire confiance à un coach qui a de l'expérience et qui a connu 2 grands clubs, on va dire les 3 grands clubs plutôt, avec Chelsea, avec Tottenham et avec Porto. Tu peux même mettre Porto. Porto, bien sûr. Même le Zénith, c'est un gros club. C'est un gros club qui joue la Ligue des Champions. Après, voilà, on ne nous en voudra pas de ne pas compter le club chinois dans lequel il est allé. Mais voilà, c'est vrai qu'il a connu des joueurs, il a cette expérience-là du haut niveau. Il faudrait peut-être lui faire confiance un petit peu et lui dire, bon, écoute, vas-y, mets-toi dans une pièce, tu discutes avec Zubi, il va te trouver peut-être 2 ou 3 pépites qui vont correspondre à ce qu'il veut faire. Parce qu'il a quand même, qu'on le veuille ou non, hein, mais on le voit quand même sur le terrain, il y a quand même une espèce d'identité de jeu. Oui, ça se met en place doucement. Après, ça a été ralenti par toutes ces absences-là. Parce que tu passes 4 matchs sans 3 joueurs. C'est ce match de Montpellier où on sentait vraiment une réelle progression. La première mi-temps face à Montpellier est juste fantastique, où là on voyait vraiment de l'intensité, du pressing, de la vitesse, du jeu rapide vers l'avant. Les jeux en triangle, etc. On voyait où il voulait aller. Après, ça s'est complètement perdu avec les absences d'Alvaro, de Payet, de Camara. Ça semble repartir. Ils ont gagné 2 matchs très importants. Maintenant, il faut que ça progresse encore collectivement. Mais c'est vrai qu'il a un effectif réduit. Et dès qu'il va avoir 1 ou 2 blessés importants, ça peut déséquilibrer la machine. Et je pense que c'est là où il est un peu embêté. D'un côté, ça permet à l'OM de faire monter des jeunes. Et c'est aussi une opportunité pour certains. Mais il ne faut pas que… Là, peut-être l'opportunité elle est trop grande. Il y a trop de place. Que tu puisses faire jouer quelques jeunes, c'est bien. Mais qu'ils aient un peu trop de place, surtout s'ils ne sont pas au niveau, c'est plus compliqué. On attend le retour de Liadji, voir ce qu'il peut apporter. En tant que remplaçant, on ne va pas s'enflammer, il est super jeune. Mais voilà, je pense que 2-3 joueurs en plus, ça ne ferait pas de mal à cet effectif. Ouais, donc on avait un peu ciblé les postes. De toute façon, ce serait un attaquant, potentiellement un ailier droit. Et si on peut aussi en prêt… si Strootman s'en va, forcément, il y aura un vrai milieu défensif qui sera recruté. Oui, c'est sûr. Donc, une question de Julien. On voit de plus en plus apparaître le fait que Boston surveille Zubi. Pensez-vous que c'est plausible? Si Zubi ne donne pas satisfaction, sera-t-il viré lors du prochain mercato? Bon, ça, c'est par rapport à l'équipe qui a fait 2 articles là-dessus, qui expliquait qu'effectivement, Zubizarreta était un peu dans le collimateur du groupe McCourt. Je pense que ça, c'est surtout lié aux non-ventes. C'est ce qu'on disait. Le fair play financier a mis la pression. Il fallait vendre des gros salaires, faire rentrer de l'argent. Ils n'ont pas réussi à le faire comme ils voulaient. Ils ont vendu Ocampos et Gustavo, peut-être 2 des meilleurs joueurs de la saison dernière. Donc voilà, je pense que les reproches, ils sont là-dessus. C'est sur le côté vente, parce que sur le côté arrivée, cet été, comme je disais, ça s'est plutôt bien passé. 3 joueurs qui semblent faire le boulot et qui sont des titulaires aujourd'hui. Donc là-dessus, il va peut-être payer le pot cassé. On va se dire, encore une fois, ça sert de fusible. Mais ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous de Vincent Labrune, chaque année, il faisait sauter un fusible.
Chaque année, il trouvait un bouc émissaire pour justifier les erreurs, les déficits, les erreurs de recrutement. Chaque année, il y en a eu plein qui ont sauté, même avant qu'il soit président. Je veux dire, Dacier et compagnie, il y a Cariès qui s'était fait virer, les coachs et compagnie, Mitchell. Donc là, Jacques-Henri Hérault, il fait un peu pareil. Le premier flip, c'était Rudy Garcia. Le second flip, c'est Zubizarreta. Après, McCourt, c'est son homme de confiance, Jacques-Henri Hérault. Il ne peut pas non plus le virer comme ça. C'est sûr que si la saison, ça termine en catastrophe, 7e place et compagnie, là, je pense que là, il n'y aura pas de pitié. Mais Jacques-Henri Hérault, ça reste son homme de confiance. Et avant qu'il saute, effectivement, le fusible, c'est Zubizarreta. Après, au niveau des responsabilités, on sait très bien que le responsable, c'est Jacques-Henri Hérault. Mais c'est aussi l'homme de confiance de McCourt. Et il lui vend autre chose aussi, le sportif, mais aussi l'exploitation du stade. Il y a le parc Jeannot, de l'immobilier, tous ces liens qui ont été noués avec les responsables politiques, avec les gros industriels de la région, etc. C'est cette partie un peu moins visible où notre ami Mourad Arts a fait un gros dossier là-dessus. Ça compte pour McCourt. Parce que c'est de l'implantation, c'est stratégique pour développer du business. C'est un peu la raison aussi pour laquelle il est venu à Marseille. C'est peut-être un bon directeur général, Jacques-Henri Hérault, mais le président, là on voit bien que sportivement il est limité et qu'il a fait aussi des erreurs, et que les erreurs de Garcia, c'est lui qui l'a mis Garcia, c'est lui qui a fait confiance, c'est lui qui l'a prolongé, il dit qu'il ne regrette pas, mais c'est une erreur monumentale. Ouais. On a Sunrise qui nous pose une question sur Benedetto et que je trouve intéressante. Est-ce que toi, tu es inquiet de la situation de Benedetto parce que ça fait quand même 5 matchs qu'il ne marque pas? Est-ce que un attaquant qui ne marque pas comme ça pendant plusieurs matchs, alors qu'il fait quand même des matchs raisonnables, il ne touche pas assez de ballon. Il ne touche pas assez de ballon, il n'est pas assez trouvé. Mais est-ce que toi, tu es inquiet parce qu'un attaquant qui ne marque pas, c'est un attaquant qui n'est pas en confiance et qui ne risque pas de marquer plus tard? Je ne suis pas encore inquiet. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un attaquant d'avoir des passes comme ça. Après, il nous a montré que c'était quand même un vrai tueur. Le but à l'extérieur, là je me souviens plus. Je crois que quand tu perds à Amiens, c'est lui qui met. Non. Ou tu fais un match nul, je sais plus. Il met une frappe tout seul. Non, c'est à Dijon peut-être. Non, c'est Amiens. Il met vraiment un super but. Là, on voit vraiment le buteur que c'est. Et je pense que si le collectif, on voit qu'il a retrouvé un peu des couleurs là avec les retours de Payet, avec Alvaro derrière. Donc on n'aura pas Alvaro face à Toulouse. Mais tout ça, ça va se mettre en place. Et je me dis que si pareil, Payet, il retrouve un peu de confiance, qu'il se fait un peu plus mal. Il va lui donner des ballons à Benedetto. Donc je pense que Benedetto il va très vite retrouver le chemin des filets et c'est pour ça que je ne suis pas encore inquiet. C'est sûr que si ça dure encore pendant 5 matchs et qu'il arrive à la trêve hivernale, on est marqué qu'un petit but et en touchant 15 ballons par match, on va pouvoir s'inquiéter et se dire ah, c'est le syndrome Germain, Mitroglou, des mecs qui sont devant et qui ne touchent pas un ballon. Après Benedetto il est capable de descendre, participer au jeu, faire des déviations. Il faut que le collectif continue d'évoluer, mais je pense qu'avec un Dimitri Payet, Benedetto il va claquer des buts. J'en suis convaincu. Ouais, c'est vrai que de toute façon, ce débat, on ne l'aurait pas eu s'il avait marqué sa tête face à Lyon. Parce que la première action, on a Payet qui est sur le côté gauche, il met un super centre sur Benedetto et il a une détente de fou. On voit vraiment l'attaquant qui est super bien placé et il met sa tête. Bon, malheureusement, ça passe vraiment. Il est moins en réussite, c'est aussi ça les attaquants. Et c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi ce côté un peu confiance, etc. Mais aussi ce côté un peu réussite, juste ce truc-là de se dire, bon ben voilà, là je l'ai tenté et en fait il en tente beaucoup. Enfin, on voit dès qu'il est en position, etc. C'est un mec qui ne réfléchit pas. Il ne va pas faire 40 contrôles avant de frapper. C'est pas Radonjic qui est devant le but. Il a le ballon, il essaie directement de se retourner, de se mettre face au but et puis il arme toujours des frappes quand même assez costauds. Donc voilà, c'est dommage. Pour moi, c'est plus le collectif. Qui fait que la dernière passe n'est pas forcément bonne, que les choix sur les contre-attaques ne sont pas forcément bons, qu'il n'y a peut-être pas assez de solutions sur les centres et que du coup, lui, il se retrouve un peu entre deux grands défenseurs centraux, c'est difficile de le trouver. Je pense que la réponse, ça sera collective et je pense que Villas-Boas, il en a bien conscience et qu'il travaille là-dessus. C'est pour ça que j'ai quand même pas mal d'espoir avec le retour en forme de Payet qui pourrait vraiment lui distribuer des caviars. Ouais. Là, on me dit, voilà, à mon avis, Benedetto va faire un carton contre les petites équipes dans les prochains matchs. C'est vrai que la plupart de ses buts, enfin, quasiment tous ses buts, il a marqué contre des petites équipes c'est vrai. En début de saison, dans ce petit passage où on avait que des petits clubs. Tu penses, toi, qu'il va repartir pour l'instant, on peut pas dire qu'il a un syndrome Garcia. Non. Il n'est pas encore dans ce syndrome-là. Moi, je pense qu'avec une équipe qui tourne et un Benedetto en confiance, il marquera aussi contre les grosses équipes. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Après, il faut que le collectif arrive à trouver des solutions
pour qu'il y ait suffisamment de monde dans la surface. Alors là, on voyait dans le 4-3-3 de Villas-Boas, c'est Sanson qui a tendance à beaucoup se projeter dans la surface. Il faut qu'il y ait des solutions, que le porteur de balle ait toujours 2 solutions. Et ça, Beneteau, il pourra faire des appels contre appels, des déviations, jouer dans des petits périmètres et faire vivre plus le jeu. Pour l'instant, ça a tendance à un peu jouer loin de lui, et lui, il a des ballons plus compliqués à exploiter. Donc, il faut qu'il participe plus au jeu, que le jeu soit plus avec lui, plus haut. Ouais. Donc ça sera à voir dans les prochains matchs. Ouais. On avait vu, je pense que c'était en gros l'équipe que Villas-Boas avait commencé un peu à bâtir dans sa tête. Elle était plus faite autour de Luis Gustavo. Mais c'est vrai que s'il avait peut-être songé à… Bon, après, il est venu un peu plus tard dans le mercato, mais s'il avait songé à la créer autour de Benedetto, peut-être qu'on aurait eu un système différent. Parce que moi, quand je l'avais vu à 2 attaquants avec Germain qui était avec lui, en 4-4-2, c'est vrai qu'il était quand même un peu plus intéressant. Je trouvais Germain beaucoup plus remuant aussi à ce poste-là. Après, ça oblige du coup Payet à être sur le côté gauche. De toute façon, je pense que Villas-Boas ne veut pas l'utiliser en tant que 10. Mais il sait qu'il rentre de toute façon. Voilà, de toute façon, donc, il est sur le côté gauche, mais après, de toute façon, il a toujours tendance à revenir. Mais bon, voilà. On va peut-être parler un peu de classement, parce que du coup, l'Olympique de Marseille est 2e. À 13 journées, c'est ça? Là, c'est la 14 qui va… Toulouse, ce sera la 14. Voilà, face à Toulouse, donc dimanche à 21h. Stadium. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que l'OM, selon toi, va garder cette position de 2e? Est-ce qu'ils vont réussir à la tenir? Même si on n'est qu'à un tiers, c'est un peu difficile de faire… Je pense que l'objectif à court terme de Villas-Boas, c'est d'arriver à la trêve hivernale en étant sur le podium. 2e ou 3e, c'est l'objectif. Dauphin d'automne, du coup. C'est ça. Bah oui. Mais psychologiquement, c'est intéressant parce que tu sais que tu commences la deuxième partie de la saison en étant bien placé. Bon, après, comme on le disait en début de ce live, les écarts, ils sont ridicules. Ouais, tu perds 2 matchs, tu peux être 16e. 16e. Donc c'est un peu ça. Alors c'est bien d'avoir battu Lyon, tu les mets à 6 points, mais 6 points, c'est pas grand-chose non plus. Mais c'est bien de les avoir. Ouais. Après, il y a des équipes qui remontent, il y a des équipes qui ont de la réussite. Début de saison, c'était Nantes qui avait beaucoup de réussite, qui gagnait ses matchs avec un petit but d'écart. Là, en ce moment, c'était plutôt Saint-Etienne. Ouais. Donc ça, c'est toujours quand tu es sur un fil comme ça, tu ne sais pas si ça peut durer une saison. Ça peut, hein. On l'a vu avec Bop et l'OM, par exemple, où ça avait duré une saison. Mais on ne sait pas, ces équipes-là, on ne sait pas comment ça va se jouer. Maintenant, l'OM, si on regarde le calendrier, il paraît accessible. Il y a des matchs un peu plus compliqués avec Bordeaux qui va venir à la maison. Tu vas aller à Brest, qui est une équipe un peu en forme en début de saison. Le déplacement à Toulouse avec tous les absents, ça va être compliqué parce que Toulouse s'est remobilisé avec le changement de coach. De mémoire, je crois que tu termines par Nîmes à la maison. Mais tout ça, c'est des clubs que tu es censé battre. Ouais. Ce sont des matchs pièges aussi. C'est des matchs pièges parce que justement, ce premier passage, à un moment donné, on était déjà bien, avec Montpellier, Dijon, Rennes, et je ne sais plus, il y avait encore une autre équipe, qui se soldait par 4 matchs nuls de suite. C'est là où tu t'étais retrouvé un petit peu dans le ventre mou du championnat. Donc maintenant que tu as réussi à battre Lille et Lyon, tu t'es relancé, tu t'es replacé, il faut confirmer. Et donc là, maintenant, il faut espérer qu'il n'y aura pas trop d'absents après les retours des mecs du match de Toulouse et que le collectif va se mettre en place pour avoir une constance aussi dans le jeu et dans les résultats. Et je pense que s'il y a un minimum de constance, ben là, tu seras second à la trêve hivernale et là, tu seras bien et tu pourras nourrir de l'ambition, y compris sur le mercato d'hiver en espérant avoir quelques retouches. Bizarreta l'a dit, pourquoi pas recruter des joueurs au mercato d'hiver. Donc, on espère qu'ils ont cette seconde place. Ça peut changer beaucoup de choses pour la suite. Ouais. Au même titre que le match de Montpellier qui a été un tournant négatif, est-ce que la victoire face à Lyon, cette belle victoire juste avant la trêve, peut être… Il n'y a pas le match à rejouer? Ah non. Ah ben non, attends. Pas déconner là. Non, mais est-ce que tu as du coup ce match-là qui va être un tournant positif avec tout ce qui s'est passé autour? Parce que c'est vrai qu'il y avait donc une sphère un peu négative autour de l'OM avec les supporters qui n'étaient pas contents le match à Paris voilà, aussi, avec le match à Paris, les matchs d'avant aussi où on enchaîne pas mal de matchs nuls. C'est vrai que même sur le terrain, c'était pas ça. Au niveau de l'intensité, etc., je vous invite à regarder les fancams aussi, des matchs au Vélodrome, parce que c'était quelque chose. On voyait que des gens déçus et en colère. Et avec aussi donc, du coup, tout ce qui s'est passé, hormis le terrain,
ce qui s'est passé autour avec Aulas, avec Rudy Garcia, avec tout le seum qu'on a pu mettre du coup au Lyonnais avec ça. Est-ce que ça peut relancer une super bonne dynamique et du coup là aller à Toulouse et puis les écraser 4-0 et se dire bon bah allez c'est bon. Tu as des absences, c'est compliqué à Toulouse, mais après je crois, je sais plus si c'est pas Morgan Sanson ou un autre joueur qui disait ça en zone mixte après la victoire face à Lyon. Je crois que c'est Lopez peut-être. C'est presque dommage que la trêve internationale arrive là. Parce qu'effectivement, ce match-là, il les a gonflés à bloc. On a senti que tout le monde était à fond. Et déjà, le match à Lille avait été assez intéressant. Moins abouti, mais intéressant. Et là, on a vraiment retrouvé de l'impact, de l'envie, chose qu'on n'a pas vue face à Monaco en coupe, où c'était vraiment la désolation. Oui, moi je pense que c'est un match clé parce que c'est une victoire symbolique face à l'ennemi juré du moment. Parce que Paris, comme le disait Villas-Boas, il joue un autre championnat. Mais Lyon, c'est vraiment ton ennemi juré. Tu les bats à domicile, dans une ambiance de dingue. Tu t'es remis tous les supporters avec toi. Donc là, il y a une énergie aussi derrière. Donc tu as les supporters avec toi. Villas-Boas, il a quand même lâché. Il n'a pas lâché, il a gardé son 4-3-3. Là, on a vu que le petit Lopez, dans un rôle d'ailier droit, il avait été sacrément intéressant. Donc il a des solutions. Il sait où il veut aller. Les joueurs commencent vraiment à adhérer. Le public pousse derrière. Donc moi, je pense que oui, c'est un match charnière. Il faut qu'il confirme. Alors Toulouse, je ne sais pas comment ça va se finir. Il faut gagner à Toulouse, mais vu que tu as pas mal d'absents, il faut surtout gagner, on va dire. Mais voilà, ça va être plus compliqué. Ton équilibre d'équipe, ça ne va pas être le même. Camara va repasser derrière. C'est Strootman qui va être en 6. Tu ne vas pas avoir Alvaro pour tenir ta défense. Tu vas avoir Sakai sûrement à gauche, Sarr à droite. Donc, il va jongler avec tout ça. ça. Tu vas avoir une équipe un peu plus déséquilibrée. Donc, je pense que ce match-là, la priorité, c'est gagner. Pour après retrouver ton équilibre pour le match face à Brest. Et là, re-enclencher la machine et faire une série. Ok. Bah, écoute, je fais un petit coucou du coup à Nathan parce que je ne sais pas si tu te souviens, celui que j'avais affronté sur FIFA, donc qui est sur le live. Et là, je le vois, il est en train de dégager un petit peu le sujet Lyon parce que ça le fâche. Et il nous demande, selon vous, qui peut être la recrue idéale pour l'OM? Alors c'est vrai, là on peut se poser la question parce qu'il y a plusieurs postes. En gros, la priorité au mercato, qui tu prendrais si tu avais le carnet de chèques pas très gros, de l'Olympique de Marseille. Si j'avais pas d'argent que je devais faire un prêt. Mais en fait, moi, je trouve que ça dépend vraiment. Franck Passy disait qu'il lui prendra un attaquant. Je pense que c'est vrai que si Beneteau se blesse, tu te dis on va pas repartir avec Germain Salle en pointe. Mais moi, ça dépend vraiment de l'état physique de Thauvin. Si, comme on nous a dit, Thauvin, il va un peu galérer à revenir, je pense qu'il faut un ailier droit. Parce que Lopez, là, j'ai trouvé bon dépanné contre Lyon, mais c'est du dépannage, c'est quand même pas son poste. Je pense qu'il peut dépanner plusieurs matchs. Mais peut-être un profil, c'est ça, un profil d'attaquant qui peut jouer aussi, un polyvalent, qui peut jouer sur un côté ou en pointe, rapide. Un joueur un peu plus de profondeur, peut-être un peu plus grand, un peu plus costaud que Lopez ou même que Benedetto ou Germain. Tu vois, un profil un peu différent. Après, c'est compliqué parce qu'on sait très bien que le mercato d'hiver, c'est que des remplaçants, des joueurs qui ne jouent pas que tu peux attirer. Ou alors il faut casser la tirelire. Et en l'occurrence, la tirelire, elle est déjà cassée. Donc là, c'est compliqué de trouver un remplaçant. Je n'ai pas encore cherché mes bons plans mercato pour les joueurs qui ne jouent pas dans les gros clubs. Mais non, je n'ai pas de nom vraiment à donner. Mais c'est plus ce profil-là. Un ailier droit qui peut jouer en pointe avec un profil un peu différent de Benedetto ou qui peut même être complémentaire avec Benedetto ou Germain. Je pense qu'au niveau offensif, ça manque un peu derrière, tu peux bricoler. Tu peux bricoler avec Sakai, tu bricoles avec Camara, même si c'est un peu limité. Je pense que c'est plus facile pour un jeune du centre de formation de rentrer, je parle en tant que titulaire, un poste défensif qu'un poste offensif. Il a dit en tant que joker, ça va être intéressant, mais je ne le vois pas titulaire. Ake aussi, Ake est intéressant. Donc voilà, après, c'est sûr que si tu prends un joueur là, eux, tu les condamnes un peu, sachant qu'on disait tout à l'heure, tu as aussi Radonjic, etc. Donc c'est toujours compliqué, c'est ce fameux équilibre de groupe, équilibre de vestiaire. Après, il y a aussi quand même, si Strootman est poussé vers la sortie, il y a vraiment ce poste devant la défense qui est important parce que après, si Camara se blesse, tu n'as plus Strootman. Si tu as un défenseur qui se blesse, il est obligé de redescendre. Tu ne vas pas refaire Morgan Sanson, Lopez, il faut que tu aies un gros collectif. Enfin, c'est compliqué tout ça. Il y a trop de postes où la rotation n'est pas assez solide. On a Ben aussi qui nous demande, Alvaro, alors il a pris combien de matchs? On ne sait pas. On ne sait toujours pas parce que la commission de discipline, mercredi. Voilà, donc ce sera ce mercredi, ça a été repoussé d'une semaine. C'est l'Olympique de Marseille qui aurait demandé du coup à la commission de discipline d'attendre un petit peu et ils seront aussi également jugés pour
tout ce qui s'est passé en extra, oui, les fumis, voilà, et compagnie. Les fumis et tout. Voilà. Donc tout ça sera géré normalement mercredi, donc on aura les réponses mercredi, on vous les communiquera. Après, c'est un carton rouge direct. Ouais. Donc c'est minimum un match. Mais après vu que c'est pas une faute violente, c'est pas un gros tacle, normalement ça sera un match ferme et un match avec sursis. En général, c'est le tarif. Nathan nous redemande si on vous donne cornet, est-ce qu'on nous donne cornet, est-ce qu'on le prend? C'est-à-dire que si on nous donne cornet et qu'on peut le vendre 25 millions en Angleterre dans 6 mois, oui. Voilà, si on refait une NJ comme ce que vous avez fait à un moment, à le redégager à Tottenham et on dit il est super bon, il est rapide. Là, oui. Après, cornet, sur certains matchs, je le trouve bon, mais globalement, c'est un joueur hyper inconstant et qui se rate souvent quand même. Moi, c'est pas le profil de joueur qui me fait rêver en tout cas. Non, on vous le laisse, Lyonnais, cornet. Par contre, Traoré… on vous le laisse aussi. Ah ouais. Bon, on nous parle aussi de Philippe Ono. Je ne sais pas si on dit Filippono ou Filippono, mais en tout cas, voilà. Ça s'écrit PHL. Voilà, ça s'écrit PHL, donc c'est un peu compliqué. Mais est-ce que. On nous dit, voilà, il est pas mal en réserve, même si ce n'est pas le même niveau, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaudrait le coup de le tenter? Alors lui, c'est plus un 8, 6. 6. Ouais, c'est vraiment. Enfin, c'est un 6, mais c'est vrai que. Est-ce qu'on pourrait le tenter comme ça? Disons que lui, il a le profil en équipe réserve. Je crois que c'est lui le capitaine. Il a vraiment une bonne relance. Alors, je me souviens, c'était Manu Baranguet de l'AFP qui était venu sur un DFM et qui nous avait dit qu'un membre du staff de Garcia à l'époque lui avait dit que le problème, c'est qu'il était encore un peu léger physiquement dans les duels, dans l'impact. Mais que c'était le seul qui avait… Enfin, quasiment le seul qui avait le niveau pour aller en Ligue 1. Le profil, mais il n'avait pas l'impact pour jouer en Ligue 1. Donc, c'est-à-dire qu'il avait fait monter dans le groupe pro déjà à l'époque de Garcia. Villas-Boas l'a convoqué déjà une ou deux fois avec le groupe pro, sans qu'il soit sur la feuille de match, je crois. Mais a priori, il n'est pas encore suffisamment solide dans les duels et l'impact, parce que la Ligue 1, il faut se rendre compte que le gap qu'il y a entre la Ligue 1 et là, ils sont en National 2, c'est énorme. Au niveau impact, duel, etc. Le foot, c'est pas que de la technique, c'est aussi des duels. Et si les duels, tu valses au moindre petit contact, c'est compliqué. On l'a vu par exemple avec Liadji, je ne sais plus quelle rentrée il fait en Ligue 1. Il s'est bougé. Il se fait bouger et il a du mal à exprimer même sa technique. Mais comme Ake aussi, après de toute façon c'était contre le PSG, donc c'était encore pire. C'est encore plus compliqué. Mais quand il entre, je me souviens d'un moment un débordement sur le côté, mais il se fait tamponner et en fait il tombe sec, quoi. Alors dans quel match? Je crois que c'était contre Strasbourg, où justement le joueur doit prendre un rouge parce que c'est le dernier défenseur. Oui, je me souviens. Mais là, je ne dis pas qu'un autre joueur aurait peut-être un peu mieux assumé le choc, mais c'est vrai que là, celui-là, il était assez violent. Et je pense qu'il paraît aussi violent parce que justement, c'est Ake qui est là. Et qui valse, quoi. Voilà, et en fait, il se fait dérouiller, quoi. Ouais, mais ça, c'est aussi de l'impact physique, donc c'est aussi de la musculation, de la musculature. Et ils ne peuvent pas commencer trop tôt parce que ce n'est pas très très bon pour la croissance. Le développement. Voilà. Et c'est aussi de l'habitude d'encaisser les chocs, de tenir sur ses jambes. On voit Liadji, moi j'ai eu quelques matchs avec les U17. Face à des joueurs de son âge, on voit que la technique et la vitesse il fait la différence quasiment à chaque fois. Mais le problème, c'est que cette technique, cette vitesse-là, quand il a des mecs beaucoup plus costauds qui lui rentrent dedans, il a beaucoup plus de mal à l'exprimer. Et c'est pour ça qu'il est très jeune et qu'il ne faut pas le brûler. Il faut lui laisser arriver doucement. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Philippe Ono, même si c'est peut-être un des rares qui a le profil pour pouvoir jouer les doublures à ce poste de 6, a priori, il n'est pas encore prêt physiquement pour l'impact de la Ligue 1. Ok. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, on est pas mal. Ça fait combien de temps là? Ça fait 47 minutes. 47 minutes. Ouais, on a démarré à 13h. Voilà, on a passé un super moment en tout cas avec vous. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été entre 60, 50, c'était en direct. Franchement, c'est pas mal pour une première, entre midi et 2 un lundi. C'est ça. On va peut-être essayer de voir au niveau de l'horaire. On essaiera peut-être de changer un horaire et peut-être faire ça en soirée si ça correspond un peu plus aux disponibilités de tout le monde. En tout cas, voilà, SAV Live, vous pouvez poser vos questions, on fera ça de temps en temps. On n'a pas encore défini la fréquence, ça dépendra si aussi ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à faire des retours, à laisser des commentaires. Ce SAV Live, il va être rediffusé sur YouTube, directement sur YouTube. Et puis voilà, on nous dit… Sur Football Club de Marseille aussi. On en fera un article. Il y a Olig qui nous dit très sympa le format. Merci, c'est gentil. Voilà, et merci aussi à Sunrise qui avait posé une question et merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous d'avoir participé, en tout cas, d'avoir posé vos questions. La prochaine fois, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur le Football Club de Marseille si vous voulez en savoir un peu plus sur notre fonctionnement, etc. Voilà, donc là, on vous dit rendez-vous jeudi pour un débat foot Marseille avec Benjamin Courbe, Mourad Hart. Et prochain match donc à Toulouse dimanche.
Et voilà, donc comme je vous le disais, ce format-là, on le refera bientôt. On verra ça avec Ryan, peut-être un peu plus tard. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez aussi au niveau des horaires, etc. On est ouvert à vos propositions, quoi, en tout cas. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Salut. Ciao.